sont vos... Je m'excuse, j'ai Oui, commencé ça va. l'enregistrement. Je m'excuse. D'accord. Alors, donc, d'abord, qui sont vos co-animatrices? Et je laisse la parole à Lise pour se présenter. Merci, Lucie. Bonjour à tous. Mon nom est Lise Beauchemin. Je suis bénévole avec Compassion Ottawa et vous vous demandez pourquoi, c'est qui ces dames-là qui animent ces sessions? Donc, pour ma part, j'ai été éducatrice préscolaire pour plus de 25 ans. J'ai travaillé dans des garderies, des CPE et j'ai animé plusieurs formations pour des parents, pour des éducatrices, pour des enseignants. De plus, j'ai travaillé en soins palliatifs pédiatriques pour plus de 12 ans. J'étais coordonnatrice de bénévoles avec la maison Rogers House. Donc, j'ai eu à former des bénévoles pour travailler auprès de ces enfants et ces familles-là. Et de plus, j'ai travaillé aussi dans cette même maison de soins palliatifs comme animatrice, co-animatrice pour des groupes de deuil pour la fratrie, pour les enfants. Donc, je ne suis pas conseillère, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Cependant, j'ai des expériences avec le deuil. Donc, c'est avec ces chapeaux-là que je porte que j'ai le bonheur et l'opportunité de pouvoir co-animer ces ateliers. À toi, Lucie. Bon, merci, Lise. Pour ma part, en fait, je crois fermement avoir vécu plusieurs deuils personnellement depuis mon enfance. Ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Aussi, pour vous mentionner que dans la cinquantaine, j'ai été proche aidante et j'ai pu donc mieux comprendre la complexité et les enjeux d'accompagner une personne atteinte de la maladie. Maintenant, je suis retraitée et j'ai fait plusieurs postes, autant dans la fonction publique aussi et dans le privé. Mais par la suite, bien, suite à ma retraite, je suis également maintenant coach certifié en mieux-être et bénévole pour Compassion Ottawa. Donc, je suis très heureuse de faire partie de l'équipe des animatrices et comme Lise me le mentionnait, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des psychologues, mais avec nos expériences de vie professionnelles, je pense qu'on peut vous apporter un point de vue intéressant et très humain aussi dans cet atelier. Et pour moi, avoir pu comprendre avec l'expérience, le processus du deuil, ce que je peux voir, c'est que ça m'a apporté plus de sérénité et d'acceptation des étapes de la vie, quelles que soient les circonstances. Et ça m'a été plus résiliente aussi. Donc, c'est ce que je veux dire partager avec vous aujourd'hui. Alors, merci. Donc, on va aller, juste vous donner un petit aperçu très rapide et puis par la suite, Elise va pouvoir poursuivre. C'est que ce que l'atelier pourra vous apporter, ce qu'on peut mentionner, c'est que c'est un survol vraiment sur le sujet, comme Linda l'a mentionné au début. Et c'est aussi pour répondre à vos questionnements, susciter des réflexions. Ça peut servir de guide aussi. Donc, Lise et moi, ben, comme on l'a mentionné, on partage nos vécus personnels à travers cet atelier. On désire aussi apporter un message d'espoir pour mieux comprendre le sujet, mieux le vivre aussi. Donc, juste vous mentionner que ça peut que vous sentiez un peu de tristesse ou que certains sujets ou approches ou ce qu'on pourra mentionner peuvent apporter un petit questionnement. On vous suggère de peut-être soit d'avoir un papier crayon avec vous et peut-être utiliser le chat, comme Linda l'a mentionné au tout début. Nous aurons une période de questions à la fin de toute façon, mais n'hésitez pas à partager certaines réflexions dans le volet discussion. Avant de commencer vraiment d'emblée l'atelier, j'aimerais te poser une question, Lise. Soit à quel âge tu as vécu ton premier deuil ou peut-être quel a été un deuil qui t'a peut-être marqué plus que d'autres, sans nécessairement trop de détails, parce qu'on va y aller
on va aller l'explorer un petit peu plus loin dans nos vécus. Alors, Lise, pour toi. Ah, Le premier deuil dont je me souviens, c'était un animal, un petit chien qu'on avait eu pendant les mois d'été. Et au mois de septembre, lorsque nous sommes retournés à l'école, mon père a décidé que le chien avait trop de peine, alors il l'a ramené à la Société de l'aide aux animaux, là. Puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup de chagrin. Il n'était pas décédé, mais là, ça tombait tranquille. Et pour toi, Lucie, as-tu des souvenirs? oui, pour moi, c'est peut-être un petit peu plus, ben, pas, comme on va le voir plus tard, un deuil n'est jamais ni banal, ni moins important que d'autres. Ça va être quelque chose qu'on va voir ensemble dans l'atelier. Pour ma part, je dirais, ça a été à l'âge de 6 ans, c'est quand j'ai perdu mon père et ça a été un décès soudain. Et ma mère avait 5 enfants à la maison, donc j'étais la quatrième. Donc, ça a été, je dirais, un coup d'envoi dans ma vie de réalisation que les choses peuvent virer, peuvent changer du jour au lendemain. Et puis, donc, comme je l'ai dit au tout début, avec ces expériences-là, ben, on devient plus résilient, plus fort, puis on va trouver des moyens là, pendant l'atelier pour finalement nous aider à passer à travers certaines épreuves. Alors, merci de ton partage. Et j'invite aussi les participants dans le chat. S'ils ont quelque chose à partager de leur côté, ça va nous faire plaisir de pouvoir regarder vos partages. Et donc, je suis certaine qu'on pourra finalement dire qu'on est tous touchés par une perte ou un deuil. Donc, je laisse la parole à Lise pour nous parler de Compassion Ottawa. Alors, Compassion Ottawa est un organisme à but non lucratif, un organisme communautaire qui a pour but d'offrir des ressources aux gens de la communauté. Vraiment, ce qu'on aimerait, c'est que Monsieur Tremblay puisse aider son voisin, sa voisine, d'avoir des stratégies, de trouver les mots, de démontrer un petit peu plus de compassion, de bienveillance envers autrui. Grosso modo, c'est ça. Alors, nous allons commencer notre atelier ce matin, cet après-midi d'ailleurs. Comme vous pouvez voir sur votre écran, notre atelier est divisé en 4 parties. Donc, la première partie, c'est on va faire la lumière sur le deuil. Qu'est-ce que le deuil? C'est quoi les définitions? Ensuite, en deuxième partie, un itinéraire sans GPS. Alors, c'est que quand comme un petit peu, Lucie, j'imagine, à l'âge de 6 ans, tu ne pouvais pas imaginer perdre ton papa, que ta mère soit veuve avec 5 enfants, etc. Alors, maman devait trouver son chemin à travers ce deuil-là. Troisième partie, tendre la main. Justement, comment est-ce que M. Tremblay ou comment nous, en tant qu'individu, on peut aider nos voisins, aider les gens autour de nous dans notre communauté. Et notre quatrième partie sera la période de questions. Donc, nous allons partager avec vous des informations supplémentaires, des points importants à retenir, ainsi que des ressources locales. Alors, à toi, Lucie. Donc, pour le premier volet que Lise mentionnait, faire la lumière sur le deuil. On va regarder ensemble divers points, entre autres notre aversion pour la mort. En fait, c'est un constat d'une société, hein. On sait bien que c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à parler ou même que quelqu'un nous en parle, on se sent un peu mal à l'aise, donc on va regarder ça ensemble. La perception de la mort dans différentes cultures aussi, ça aussi, c'est de plus en plus un sujet qui est important, qu'on puisse reconnaître que différentes cultures ont différentes façons de vivre le deuil. Et le troisième point, le deuil et le chagrin, je vais pouvoir vous donner quelques petites définitions, puis un peu plus décortiquer là, ce que c'est le deuil et le chagrin, mieux le comprendre. Par la suite, les tâches du deuil, il va pouvoir vous expliquer, c'est un processus d'adaptation, donc on va décortiquer ça aussi.
Donc, à toi, Lise, pour la prochaine diapo et notre aversion pour la mort. Alors, pour notre prochaine section, si vous vous sentez à l'aise, c'est à ce moment ou à travers notre atelier que vous pouvez apporter vos réflexions, vos réponses dans le chat. Mais la prochaine section, là, on veut que vous réfléchissiez un petit peu. Pourquoi la mort nous met-elle mal à l'aise? Quelles sont mes croyances et mes attitudes vis-à-vis le mourir et la mort? L'accent est tellement mis sur la jeunesse, la croissance, la beauté, le progrès, l'avenir. Nous ressentons un malaise face à la souffrance. Notre société occidentale semble avoir plus de difficultés avec le vieillissement, avec la mort. Les choses sont devenues de plus en plus cliniques. On a fait beaucoup de progrès avec la recherche. Pensez juste à différentes maladies, le cancer, etc. Notre espérance de vie continue à devenir de plus en plus longue. Elle est prolongée, cette espérance de vie. Donc, est-ce que nous repoussons la mort et même de l'affronter? Alors, ce sont des questions, ce sont des réflexions. Je n'ai pas nécessairement les réponses à tout ça, mais on doit se demander, la mort elle-même, est-ce qu'elle est devenue plus clinique? Pensez-y, les rituels face à la mort, anciennement, étaient destinés pour les familles. Alors, beaucoup de gens qui demeuraient sur une ferme, par exemple, n'avaient pas accès nécessairement à des salons funéraires ou on en avait peut-être encore moins des salons funéraires. Alors, la personne décédée était exposée dans le salon de la maison familiale. Les voisins, les gens venaient visiter, souvent avec une casserole à la main ou de la nourriture, et le tout se déroulait à la maison. Même avant la mort, on soignait nos gens, nos êtres chers à la maison. Mais à un moment donné, on a commencé à remettre ça à des salons funéraires, etc. Donc, on n'a jamais vraiment eu d'enseignement non plus par rapport à la mort ou sur le sujet. Dans une société aujourd'hui, une société beaucoup plus diversifiée, nous devons nous rappeler qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Nous n'avons pas tous les mêmes croyances. Nous n'avons pas tous la même façon de faire non plus par rapport au rituel de la mort. Et je veux vous ramener à un passé pas si lointain, la pandémie. Pendant la pandémie, nous avons tous entendu des histoires ou possiblement nous avons vécu des situations personnelles où un être cher se retrouvait en isolement à l'hôpital ou dans un CHSLD ou une maison pour personnes âgées où on ne pouvait pas accueillir de la visite. Moi, personnellement, j'ai une amie que son beau-père est décédé à l'hôpital et que la famille faisait des FaceTime pendant ces dernières heures. Alors, c'était le rapprochement physique le plus plausible qui était permis à ce moment-là. Une chance qu'on avait la technologie, mais c'est pas la même chose. Donc, et en plus, c'est que même les rituels de funérailles n'ont pas eu place, ou peut-être qu'ils ont eu place 6 mois, 8 mois après le décès d'une personne. Et nous allons constater pendant notre
les prochaines 90 minutes ensemble. Comment ces rituels-là sont importants pour comprendre notre deuil, accepter notre deuil, vivre le deuil. Comment ces rituels-là sont importants. Alors maintenant, à ce moment ici, j'aimerais vous parler un petit peu de la perception de la mort dans différentes cultures. La liste est trop longue. Je ne pourrai pas vous expliquer comment chaque religion, chaque culture vit la mort ou les rituels. Mais je peux et j'ai décidé de partager une expérience personnelle. Là, je vous ai partagé que j'ai travaillé en soins palliatifs pédiatriques. Je n'étais pas au chevet de ces familles-là parce que j'étais la coordonnatrice des bénévoles. Donc, mon rôle était de travailler auprès des bénévoles, de les écouter, etc., de les former afin qu'eux puissent être au chevet parfois avec les enfants et les familles. Cependant, quand on travaille dans un milieu comme ça, on vient à connaître tout le monde. C'est un milieu qui représente une grande famille. Donc, en étant bilingue, francophone et anglophone, il y avait une famille, entre autres, qui était là. Une famille de culture et de foi musulmane. Et je ne connaissais pas leurs traditions et leurs rituels. Ce que j'ai appris cependant, et j'aimerais partager avec vous, c'est l'importance d'être ouvert, de poser des questions tout en étant très diplomatique, respectueux, d'utiliser un peu de tact aussi. Mais les gens semblent apprécier quand on partage avec eux qu'on ne connaît pas leur rituel, mais qu'on aimerait plus apprendre, ils sont contents de partager avec nous. Donc, cette famille musulmane-là, leur première langue n'était ni l'anglais ni le français. Ils parlaient une autre langue, cependant, ils parlaient le français. Et nous avons établi une relation grâce à que les deux familles, on pouvait parler en français. Donc, je suis arrivée au travail le 26 décembre. Et les infirmières m'ont dit à ce moment-là, le bébé de cette famille-là est décédé. Et la maman a demandé spécifiquement si tu travaillais aujourd'hui, Lise, parce qu'elle aimerait te voir. Oh, d'accord. Alors, dans ma tête, quel honneur, quel privilège, mais en même temps, j'étais un peu nerveuse, j'étais un peu anxieuse. À quoi m'attendre? Donc, je cogne à la porte de la chambre. Bonjour, mes sincères condoléances. J'ai tellement de peine que votre bébé est décédé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment vous vous sentez? Et là, j'apercevais papa qui marchait de long en large dans la chambre et qui priait. Maman m'a accueillie à bras ouverts, m'a donné un grand câlin. Et elle me dit tout de suite, Lise, peux-tu, s'il vous plaît, prendre notre bébé dans tes bras? Oui, ça me ferait plaisir. Mais pourquoi moi? Pourquoi vous voulez que je prenne votre bébé dans mes bras? Elle dit bien, nous, selon notre religion, une fois que notre enfant décède, son esprit est parti, il reste un corps, et moi, en tant que maman, je ne peux plus toucher à mon enfant, mais j'aimerais tellement que quelqu'un puisse le bercer jusqu'à l'arrivée de l'imam. Donc, vous pouvez imaginer, j'ai pris le bébé, mais en même temps, j'ai dit, d'accord, maman, comment tu veux que je tienne ton poupon? Dans quelle direction est-ce que tu veux que je prenne sa tête? De quel côté de mon corps voulez-vous que je tienne le bébé, etc. Est-ce que tu veux que je marche de long en large? Est-ce que tu aimerais que je lui chante des chansons? Alors, j'attendais qu'elle me donne des directives.
tout en respectant ce qu'elle voulait et de vivre ce moment-là. Lorsque le tout était fini, lorsque la communauté religieuse est arrivée pour prendre l'enfant, que nous avons accueilli et même accompagné la famille jusqu'à temps qu'ils partent pour que le tout se fasse en bonne et due forme avec leur communauté religieuse, c'est par après, lorsque je me suis retrouvée seule, que l'adrénaline et le tout a vraiment pris le dessus. Mon cœur débattait parce que là, c'était la première fois que quelque chose comme ça m'est arrivé. Et j'ai réalisé quel honneur, quel privilège que j'ai eu, mais aussi de réaliser, oh, je sais pas, moi, je suis une maman. Je suis une maman, je suis une grand-maman. Est-ce que moi, je pouvais ne pas prendre mon enfant ou mon petit-enfant si je me serais trouvée dans ces mêmes circonstances? Mais ce que j'ai appris, la grande leçon et que je veux partager encore avec vous, c'est l'importance de ne pas juger, de respecter, de poser des questions et d'observer. Il y a tellement d'autres histoires comme ça qu'on pourrait partager avec vous. Mais on reste avec celle-là. J'espère qu'elle va vous servir d'expérience, de leçon, de réflexion aussi. Qu'on ne fait pas tous les choses de la même façon, que certaines cultures vont porter le noir, par exemple, pendant 1 an, plus longtemps, pour démontrer qu'ils vivent un deuil, qu'ils ont du chagrin. D'autres religions, ils ont d'autres actes, d'autres rituels et qu'on doit les respecter. Maintenant, nous allons aller le deuil et le chagrin. Oh, un instant, je m'aperçois qu'il y a quelque chose dans le chat, donc je veux juste voir. Aurons-nous accès aux diapositives? Vous allez recevoir, Madame Diane, vous allez recevoir à la fin de l'atelier des ressources, etc. L'atelier est enregistré, alors vous allez avoir la chance de le regarder encore, mais je ne crois pas que vous recevez les diapositives comme telles. Donc, si vous voulez prendre des notes au courant de l'atelier, vous pouvez le faire. Alors, le deuil et le chagrin. Alors, la mort est une partie normale de la vie, mais quand même, pas toujours bien accueillie, pas toujours bien acceptée. Une question qui revient souvent lorsque nous vivons un deuil, c'est pourquoi? Pourquoi devient un mot très important. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi moi? Pourquoi cela fait si mal? Quand est-ce que tout ça prendra fin? Peut-être possiblement, pourquoi Dieu permet-il que je souffre autant? Alors, lorsque nous offrons cet atelier en présentiel, souvent je demande aux gens, en vous levant la main, combien de vous qui sont présents ici aujourd'hui, est-ce que ces questions-là résonnent quelque chose pour vous? Est-ce que suite à un deuil, ou pendant que vous viviez un deuil, est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là? Pourquoi? Alors, soit que vous voulez juste dans le chat mettre une petite main, vous pouvez le faire, mais encore une fois, ça porte à réflexion. De plus, lorsqu'on vit un deuil, il y a des deuils secondaires. Il n'y a pas uniquement la perte de l'être cher, mais il y a aussi la perte de, comme je vous dis, des pertes secondaires. L'incertitude. Comment est-ce que je vais continuer ma vie?
Il y a l'incertitude financière, possiblement. Si vous étiez 2 personnes à la retraite avec des pensions, est-ce que l'être vivant va encore avoir accès à une pension de la personne qui est décédée? Vous allez perdre un compagnon ou une compagne. Vous allez perdre de la compagnie. Vous allez perdre de l'amour ou de l'amitié. Alors, nous pleurons la perte de cet être cher-là, mais nous perdons aussi une partie de nous. Parce que souvent, notre estime de soi est reliée très étroitement avec la relation que nous avions avec cette personne-là. Nous perdons aussi des espoirs, des rêves. Je me souviens quand ma belle-sœur adorée est décédée à l'âge de 55 ans, je me souviens quand mon beau-frère a dit « Bien là, elle n'était pas supposée de mourir à 55 ans. On devait prendre notre retraite à 60 ans. On avait des voyages de prévus. On avait plein de projets de prévus. Donc, pour lui, oui, sa compagne, l'amour de sa vie est décédé, mais aussi des espoirs, des rêves qu'il avait pour vivre avec elle. Donc, je veux aussi souligner le fait, et même avant que l'atelier commence, on a parlé brièvement de lorsqu'on perd un animal de compagnie. Pour certaines personnes, le décès d'un animal de compagnie peut peut affecter cette personne-là encore plus que le décès d'un voisin, par exemple. Chaque décès, chaque perte, parce que notre deuil n'est pas seulement relié au décès de quelqu'un. On va identifier certains deuils et de pertes lorsque nous progressons. Cependant, perdre chaque deuil, chaque perte n'est pas sur le même pied d'égalité. Il y a tellement de facteurs reliés à ça. Notre âge, lorsqu'on vit une perte, lorsqu'on vit un deuil, la relation qu'on a eue avec la personne ou l'animal de compagnie qui est parti ou dépendant du deuil, notre situation de vie, par exemple. Donc, chaque circonstance est différente, chaque circonstance est personnelle. J'ai quelques définitions à vous apporter. Le deuil est l'état de souffrance d'une perte. C'est une période de peine et de chagrin. Le chagrin est l'agitation émotionnelle des pensées, des sentiments, des émotions. Donc, vous avez les définitions ici à l'écran. Et le deuil a de nombreux visages. Et comme j'ai mentionné tantôt et j'aimerais que vous reteniez, un décès n'est pas plus important qu'un autre. Ça dépend comment ça nous affecte personnellement. Et donc, j'arrive au point où ce que je vous ai parlé, le deuil n'est pas réservé à un décès. Le deuil peut être suite à différentes pertes. Je vais vous faire une petite liste. Il y a des pertes silencieuses qu'on appelle parce que notre société reconnaît quand on perd un être cher, un conjoint, un enfant, un membre de la famille. Mais est-ce qu'on reconnaît aussi bien aussi une fausse couche, la perte d'un emploi, la perte de notre santé
ou de notre mobilité quand on commence à avoir des déclins dans notre santé? Est-ce qu'on reconnaît aussi bien les effets d'une séparation ou d'un divorce? Aussi les pertes ambiguës, à la perte cognitive. Alors, quand on voit quelqu'un qui fait de la démence ou de l'Alzheimer, et aussi pour la proche aidante ou le proche aidant, quelles sont les pertes pour cette personne-là? Le proche aidant qui doit s'occuper de son épouse, qui ne le reconnaît plus, qui n'est plus capable de prendre soin d'elle. Alors, le proche aidant perd beaucoup de liberté, possiblement perd des relations sociales aussi. Alors, la liste peut être longue et possiblement, vous pouvez penser à certaines pertes où vous en avez possiblement vécu aussi. Alors, à ce moment ici, je vais juste retourner dans le chat, mais merci, Joanne. Le cas avec tes animaux en compagnie, tu as connu un deuil, tu as connu ce que c'était, là, cette perte-là. Et merci, Jean-Michel, Sophie, de répondre justement. Alors, on voit que les pertes, le deuil, on ne peut pas s'en défaire. Ça fait partie de la vie. À ce moment ici, on va aller à la prochaine diapositive qui nous parle des tâches du deuil. Et pour certains d'entre vous, possiblement cette expression-là, elle est nouvelle. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des étapes du deuil. Et oui, il y a un temps, d'ailleurs, vous connaissez peut-être le nom de cette dame-là, Kubler-Ross, Elisabeth Kubler-Ross, qu'elle parlait des étapes du deuil. Alors, on ne veut pas nier toutes les recherches et on ne veut pas non plus ne pas reconnaître toutes ces recherches-là importantes. Cependant, avec le progrès, plus de recherches, etc., nous, ici, avec Compassion Ottawa et les gens qui ont préparé cette formation, nous préférons souligner le travail de Worden. Donc, Worden parle des tâches du deuil parce que les tâches, ces tâches-là que nous allons vous présenter ne sont pas linéaires. Les tâches sont toujours à travailler et peuvent s'entremêler. Alors, vous voyez que je suis francophone, je parle avec mes mains. J'ai beaucoup d'amis anglophones qui me disent ça. « Ah, toi, on sait que tu es francophone parce que tu travailles avec tes mains. » Et je parle avec mes mains. Mais juste pour vous expliquer comment ce n'est pas linéaire. Ils peuvent s'entrecroiser. Mais disons que tâche numéro 1, c'est d'accepter la réalité de la perte. Et souvent, surtout dans les premières semaines, ça peut prendre des mois aussi, qu'on se tourne de bord puis on dit « Hey, elle est vraiment partie. » Oh, parce qu'on a l'impression des fois d'encore être dans un rêve, que ça se peut pas. Alors, il y a du déni. Donc, accepter la réalité de la perte. Puis ceci prend un certain temps. On ne va pas vous le nier. Ça prend du temps. Vivre un deuil est un travail en soi. Et il faut se donner le temps. Et comme je mentionnais tantôt, les rituels comme les funérailles, ce sont des rituels, ce sont des choses qui aident à accepter la réalité de la perte de la personne. Donc, il y a des choses comme enterrer soit les cendres ou le cercueil ou d'amener l'urne. Oh mon Dieu, là, le nom de la place m'échappe.
Columbarium. Oh non, aide-moi, Lucie. Où est-ce qu'on apporte les urnes? Eh, vous savez ce que je veux dire? OK. En autant que tout le monde sait, là, j'ai un moment de, comme on dit en anglais, a senior's moment, le mot m'échappe, mais la place où on peut, parce qu'il y en a qui choisissent de ne pas aller au cimetière et l'urne va être placée à quelque part. Mais ce sont tous des étapes qui sont importantes pour aider avec la réalité que cette personne-là, elle est partie. Tâche numéro 2, on doit composer avec la douleur du deuil. Donc, il ne faut pas se cacher de cette réalité-là qui va avoir de la douleur. Ça fait mal. Quand on aime quelqu'un, ça va en soi lorsque cette personne-là n'est plus là. Ou même, moi, je me souviens des bons voisins, qu'on avait une superbe amitié. Merci, Columbarium. Et voilà, parce que j'ai tellement de misère même à le prononcer que c'est pour ça que je ne m'en souviens pas. Merci, chère Lucie. On va se rappeler du nom Colombe. Colombe. Columbarium. OK, super. Et je vais le noter aussi, là. Alors, excusez-moi pour le délai, mais la douleur du deuil, de reconnaître qu'on va vivre une douleur. Et certaines personnes ne veulent pas vivre cette douleur-là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des choses en excès. Ils vont peut-être commencer à boire. Ils vont commencer peut-être à jouer des jeux vidéo ou peut-être des jeux comme au casino, par exemple. Ou ils vont travailler encore plus fort pour essayer de ne pas vivre la douleur du deuil. Mais c'est très important de pouvoir passer à travers ça. Et cette douleur-là, elle peut s'atténuer et elle peut revenir aussi. Tâche numéro 3, c'est de s'adapter à un monde sans la personne que nous avons perdue. Comment est-ce qu'on peut faire ça, hein? Puis c'est difficile quand des fois des gens qui pensent bien faire nous disent des choses comme ben là, ça fait 6 mois, là, tu devrais en revenir, là, ça devrait aller mieux, là, tu devrais commencer à sortir un peu plus. Tu étais pas mal plus souriante avant. Qu'est-ce qui se passe avec ton sourire? Ces messages-là, c'est pas aidant. Et de réaliser aussi que, comme j'ai mentionné tantôt, notre estime de soi peut être directement reliée à la relation qu'on avait avec cette personne-là. Peut-être cette personne-là, quand on s'habillait tout beau pour aller au restaurant, la personne nous disait « Mon Dieu, t'es donc bien belle ce soir. » Ben, quand cette personne-là n'est plus là, c'est qui nous donne ces messages-là? Alors, faut s'adapter à un monde sans la personne. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a des solutions, puis on va vous présenter ça un petit peu tantôt. Moi, je sais une chose que on fait, nous, dans notre famille pour la tâche numéro 4, d'établir un lien durable tout en avançant dans sa vie. Je vous ai parlé de ma belle-sœur. Bien, pour nous, pour que ma belle-sœur, il y ait un lien durable parce qu'on veut toujours se souvenir d'elle, ma belle-sœur, c'était une fille de party. Elle aimait accueillir les gens chez elle. Elle aimait être accueillie. Elle était une rassembleuse. C'était la meilleure façon de la décrire. Donc, quand elle venait à notre chalet, on aimait prendre, lorsqu'elle arrivait, on sortait toujours un petit shooter de Sambuca, puis la fin de semaine commençait. Elle est partie depuis 13 ans, mais depuis 13 ans, à tous les vendredis soirs, et à chaque fois qu'il y a de la nouvelle visite qui arrive dans la maison, pouvez-vous imaginer ce qu'on fait? On fait un petit shooter de Sambuca en honneur de la belle Marlène. Donc, on a trouvé
une façon, peut-être un peu loufoque, de la commémorer. Là, vous allez avoir le temps des fêtes là, bientôt et je voulais juste souligner que possiblement autour de votre table cette année à Noël, qu'il va manquer peut-être une personne parce qu'elle est décédée. Avez-vous pensé une façon de commémorer cette personne-là? De peut-être mettre la table en honneur de cette personne-là ou de partager des histoires ou d'emballer un cadeau pour cet être cher-là. Donc, c'est important d'établir un lien durable tout en avançant dans sa vie. Lorsque c'est la fête de cette personne-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un gâteau de fête puis on lui chante bonne fête? Est-ce que sur notre page Facebook, on dit bonne fête ça fait 13 ans que tu es parti, mais c'est quand même ta fête et on pense à toi. Donc, réfléchissez et de plus, pensez aux êtres chers vivants qui se souviennent de cette personne-là. Donc, si je peux continuer avec l'idée de ma belle-sœur pour vous aider un petit peu, mon beau-frère, quand c'est leur anniversaire de mariage, moi, je l'appelle tout le temps, je dis, bon, c'est votre anniversaire de mariage aujourd'hui, on pense encore à vous autres. Est-ce que tu fais aujourd'hui quelque chose de spécial pour souligner l'anniversaire de mariage? Parce que pour ceux qui restent, c'est important qu'on se souvienne de la personne qui nous a quittés. Et ça leur fait du bien d'entendre le nom de cette personne-là. Lucie, j'ai assez parlé. C'est à ton tour de nous parler de la prochaine étape. Et avant de poursuivre, merci beaucoup, beaucoup pour tes témoignages personnels et ton expérience d'accompagnante. Je veux dire, c'est extraordinaire. Puis c'est des outils qu'on peut apprendre. On n'est pas, oui, comment je peux dire, on a notre personnalité, mais aussi il y a des outils, puis c'est ce qu'on veut faire ressortir là aujourd'hui dans l'atelier. Juste pour faire du pouce, si on peut dire, sur comment se rappeler de la personne. Nous, avec mon beau-père qui est décédé l'année dernière, à un moment donné où on se rassemble tous pour une fête ou quoi que ce soit, on va souligner les anecdotes drôles, là, par exemple, de sa vie ou pendant les parcours de vie, tellement où on ressort un petit vidéo. Et puis, donc, c'est toutes des petites choses qui font du bien au cœur, en fait. Puis de dire, oh mon Dieu, quelle belle personne que c'était, ou comment elle était avec nous, ou ce qu'elle a apporté à d'autres. Et puis, donc, merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Je peux faire aussi un lien avec, par exemple, moi, l'âge que j'avais quand j'ai perdu mon père. C'est sûr que l'âge aussi, comme tu l'as déjà mentionné, Lise, c'est que je crois que j'ai vécu vraiment, vraiment la douleur et puis la perte et puis par la suite une compréhension. C'est lorsque j'avais 20 ans. Donc, c'est pour dire, hein, c'est parler de que ce n'est pas linéaire, bien sûr. On peut revenir après ça à un retour à une compréhension. Donc, merci beaucoup pour tous ces points, Lise. Ce qui nous amène justement à cette prochaine diapo qu'on appelle en fait un itinéraire sans GPS. On a voulu mettre sous la loupe en fait cet aspect-là, puis je pense que Lise l'a bien décrit, c'est qu'on vit toutes sortes d'émotions, que ce soit le déni au départ, puis après ça on comprend, après ça on revient, la peine remonte, il y a quelque chose qui survient, que ça nous met à l'envers, ça nous chavire. Donc, c'est de reconnaître ça, de se dire que c'est normal. Donc, vous allez entendre le mot assez fréquemment là, durant l'atelier. C'est normal de vivre ça. Et c'est pas comme genre, mon Dieu, comment ça se fait que je suis pas encore, que j'ai encore de la peine ou que ça revient, comment je pensais que j'étais correct et ça reprend. Donc, je pense que le fait de l'accepter, ça, que c'est un parcours un peu sinueux, ça nous permet de nous dire, bon, ben, OK, je suis, c'est correct de vivre. Il faut le vivre aussi à un moment donné, de prendre un peu de temps pour soi, pour dire, bon, ben, OK, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce qui a brassé en moi?
Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, on va le voir un petit peu plus loin là, avec les outils. Donc, c'est vraiment, ça va nous permettre cette image-là, je pense que vaut 1000 mots, qui nous permet vraiment de voir là, que c'est tout à fait normal de vivre ces moments-là qui sont très différents parfois. Je peux donner un exemple. J'ai une amie qui a perdu son conjoint subitement. Elle avait à cette époque-là 4 grands ados, mais peut-être, je ne sais pas, 6 ans plus tard, elle se retrouve au Portugal en voyage avec un groupe et tout. Et puis, tout d'un coup, cette journée-là, c'était le jour, et ça a toujours été très, très sensible pour elle, le jour du décès, parce que ça a été un décès assez difficile, très dramatique. Et elle n'a pas été bien du tout, du tout, du tout. Alors, comme vous pouvez voir, tant d'années plus tard, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, heureusement, elle est accompagnée, puis elle a pu, si on peut dire, le vivre un peu plus. Mais c'est pour dire que c'est tout à fait possible là, qu'on peut vivre ça. Donc, l'important, puisqu'on va voir un petit peu plus, juste la diapo avant, Géna, je pense qu'on va regarder. OK, attendons, je vais juste aller voir la suite. Donc, de toute façon, on va. Oui, parfait. Donc, on va aller. En fait, la réaction normale, comme je mentionnais tantôt, du deuil, on regarde le volet émotionnel. On va voir le volet un peu par la suite. Je vais juste vous montrer. Euh, bien. Donc, il va y avoir le volet émotionnel qu'on va regarder ensemble. Ensuite, psychologique, physique, spirituel et social. Donc, je pense que c'était la diapo avant, mais c'est pas grave. On va aller tout de suite à la prochaine. Parfait. Donc, le côté émotionnel. Donc, si on regarde, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est une liste vraiment de sentiments, d'émotions qu'on peut vivre tout au long du deuil et du chagrin. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pas linéaire. Il y a parfois des moments un peu plus intenses, d'autres moins. Donc, on peut vivre, par contre, par exemple, et chacun le vit à sa façon, on ne peut pas se comparer. Puis, comme Lise mentionnait, c'est que il y a des gens, des fois, qui nous côtoient, qui essaient de nous rassurer, mais non, c'est pas grave, tout va bien aller, c'est pas grave, ne pas pleurer, ça va passer. Mais on va voir un petit peu plus tard que c'est important de le vivre et d'être accompagné dans cette écoute-là de nos émotions, avec nos proches et avec nos amis, nos collègues, si ça peut arriver. Donc, faut s'outiller par rapport à ça. Donc, on peut vivre multiples émotions, comme on peut voir à l'écran. Et ça peut être la colère contre les personnes, les professionnels de la santé, par exemple, qui ont été auprès de notre être cher qui est décédé. Ça peut être aussi de la culpabilité. Un exemple, si on a survécu à un accident, par exemple, et l'autre personne, elle est décédée, on peut ressentir cette culpabilité de dire, mais pourquoi c'est moi qui ai survécu? Euh, on peut vivre aussi une tristesse, un désespoir. Euh, c'est avoir été témoin de la souffrance physique de la personne qui est en fin de vie, par exemple. Donc, ce sont des émotions qui sont normales et ne pas nécessairement vouloir les oppresser on peut les vivre, on peut trouver toutes sortes de moyens pour essayer de les évacuer si on va regarder les outils, mais entre autres un journal, moi ça m'a beaucoup aidé, un journal personnel. Aussitôt qu'il y avait une émotion, puis je ne comprenais pas là, d'où ça venait, ben, j'essayais d'écrire pourquoi je me sentais comme ça, puis ça a fait beaucoup de bien. Une émotion spontanée, par exemple, lorsque ma mère, quelques mois après que ma mère est décédée, je l'ai accompagnée jusqu'à son décès. C'est que je lui offrais un parfum, le même parfum à Noël à chaque année. Et puis tout d'un coup, dans le temps des fêtes, on est dans cette période-là, c'était en ce moment, je passe par le comptoir de parfum de chez Lavé et que je sens le parfum que j'ai acheté à ma mère.
tous les Noëls et je me suis mis à pleurer. Donc, c'est pour dire que les odeurs, les chansons peuvent nous rappeler aussi un souvenir. Euh, donc, c'est important. Puis j'ai réalisé, ah, c'est vrai, c'était le parfum que j'offrais. Puis c'était en même temps un beau souvenir. Donc, il y avait une émotion mitigée, si on peut dire. J'avais un beau souvenir de ce moment-là, puis en même temps, un, un souvenir plus triste. Mais à quelque part, je me suis dit, ah, ben, c'était quelque chose qui lui faisait vraiment plaisir. Donc, j'ai essayé de voir le moment heureux là, qu'on vivait à ce moment-là. Euh, Lise mentionnait les dates d'anniversaire et la période des fêtes, bien sûr. Ça, c'est un moment euh, peut-être plus émotionnel, je dirais. Euh, un exemple, justement, par rapport à mon amie, elle, c'était vraiment la date du décès qui était de son conjoint, qui était vraiment un moment difficile. Alors, je l'ai pris en note, je l'ai mis dans mon agenda. Et je m'assure là, qu'à chaque année, je lui envoie un petit coucou. Comme cette année, par exemple, ça faisait 10 ans. Et j'ai décidé de faire un petit rituel, de l'accompagner avec elle. Elle aimait beaucoup, son conjoint aimait beaucoup la nature. Et on est allé, c'était à la fin octobre, on est allé une belle journée dans le parc de Gatineau. J'avais apporté une petite boîte pour elle. Puis dans cette boîte, j'avais acheté une petite rondelle en bois avec des crayons, avec des petits cœurs faits en bois. Puis on est allé près d'un ruisseau que je connais là, dans le parc. Et j'ai dit, écoute, sens-toi à l'aise, mais voici ce que tu as apporté. Puis je te laisse quelques minutes, ou le temps que tu voudras. Et je vais me retirer. Si tu veux que toi là, c'est parfait. Si tu préfères être seule, c'est parfait aussi. Elle a dit, ah, si je pense que j'aimerais ça, être seule, puis je l'ai laissé. J'étais pas loin, je voyais là. Et puis, elle a pris le crayon, elle a écrit une note à son conjoint. Et puis, elle m'a fait signe, je suis allée la rejoindre, puis elle m'a dit, oh mon Dieu, ça lui a beaucoup touché, c'était touchant. Et elle a envoyé ce petit bout de bois-là, cette plaquette de bois-là, dans le ruisseau, pour justement dire, wow, c'est ça, son mari aimait beaucoup, beaucoup la nature. Et puis, je dis, ben, s'il est heureux de recevoir ton message. Donc, ce sont des petits moments qui apportent beaucoup, beaucoup de bien-être dans des émotions qu'on peut vivre qui sont difficiles. Euh, donc, c'est important justement de l'accueillir pour soi. Et aussi, si on est capable d'avoir cette compréhension-là pour les gens qu'on côtoie qui vivent le deuil, ça a aussi son importance. Alors, ouais. Maintenant, on va passer à la prochaine pour une partie de l'aspect psychologique. Oui. Oui, justement. Alors, merci pour ça. Puis ta bienveillance, je suis certaine que puis ta compassion a été appréciée par ta copine. Alors, il y a des réactions, des émotions qui sont très normales de vivre, mais aussi des réactions normales qui sont psychologiques, là. Donc, avoir de la misère de dormir, se retirer socialement, parce que justement, s'il y a des gens qui nous donnent des messages qui ne sont pas aidants, ça ne nous aide pas. C'est pas aidant. Ça peut même nuire et détruire un petit peu. Alors, confusion, état de choc. Puis l'état de choc ou être en déni, c'est une façon normale que notre corps réagit. Ça nous aide justement à arriver à l'acceptation. Des pensées suicidaires, vous le savez autant que moi que si ça continue, mais là, il faut consulter. Là, on commence à voir beaucoup plus c'est un deuil qui est plus difficile à vivre. Mais manque de motivation, indifférence, manque de confiance en soi, ce sont tous des choses qui sont reliées à une dépression. Mais c'est sûr qu'on vit toute une dépression, un deuil, d'accord? Mais c'est très ici psychologique. Si ça dure trop longtemps, il faut consulter. Et il y a des groupes de soutien, notre médecin, etc., peut nous aider justement à combattre le tout. Mais ce sont des choses normales. Alors, la prochaine
on veut parler aussi des réactions normales physiques. Alors, soit de perdre ou de gagner du poids. Bien, c'est sûr, si on manque d'appétit ou certaines personnes, comme l'expression dit, mangent leurs émotions. Alors, il y en a qui vont aller essayer d'aider leur douleur en mangeant. La fatigue, la perte d'énergie, engourdissement, des estomacs creux. Il y en a d'autres qui vont même vivre un petit peu des problèmes intestinaux, comme des problèmes chroniques là, de côlon irritable, etc. Mais c'est un stress. Et pour certaines personnes, lorsqu'on est stressé, on peut commencer à avoir des démangeaisons, comme de l'eczéma et irritation de côlon irritable. Moi, je me souviens lors de mes années au collège, puis avec les examens, sans aller trop en description, mais le côlon irritable, oui. OK? Alors, le stress, tout ça, c'est des choses qu'on peut vivre quand on est endeuillé. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'avoir le cœur brisé et d'avoir le syndrome du cœur brisé. Ça existe. Alors, le syndrome du cœur brisé est causé par une perturbation du pompage du sang vers un côté du cœur, qui est aggravé là, par des essoufflements et des douleurs thoraciques. Alors, quelqu'un peut avoir ça. Cependant, si ça dure trop longtemps, encore une fois, il faut consulter pour avoir un examen médical. Mais ça existe. Et du point de vue physiologique, il y a les travaux de Hans Selye. Alors, j'espère que je ne sais pas si je le prononce bien, mais je vais vous l'épeler Hans, H-A-N-S, et son nom de famille, c'est S-E-L-Y-E. Alors, lui a fait des recherches sur les effets du deuil et les effets physiques. Donc, il a vu jusqu'à quel point que ce stress-là peut augmenter le stress et un déséquilibre hormonal. Alors, le corps ne fonctionne pas d'une façon normale. On peut même, une personne endeuillée peut avoir de la difficulté à prendre des décisions ou peut-être prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement logiques. D'accord? Donc, on demande aux gens ou on conseille aux gens endeuillés, prenez votre temps avant de faire de gros changements dans votre vie. Vous êtes en train de vivre un changement. Alors, avant de faire des transitions radicales, comme déménager de maison un mois après que la personne est décédée, ou de tout vider le garde-robe et de se débarrasser des vêtements et des choses de la personne, attendez un petit peu. Parce que pendant cette période active de deuil, c'est pas toujours logique. Alors, prenez votre temps, même si vous, vous recevez des messages de gens qui disent, ben là, il faudrait se débarrasser de tous ces vêtements, là, ça va t'aider avec ton deuil. Pas nécessairement. Il peut peut-être avoir plus de regrets si c'est trop fait, trop rapidement. Et évidemment, les gens vont vouloir que l'être cher revienne, etc. Donc, vous reconnaissez maintenant qu'il va y avoir plusieurs émotions, qu'on va avoir des sentiments et des réactions psychologiques et physiques qui sont tous normales. Donc, Lucie, à toi. Merci beaucoup. Lise, peut-être écrire dans le chat l'auteur dont tu parlais Oui. pour les gens. OK. Merci, oui, c'est là qu'on se rend compte que c'est dans la
globalité en tant qu'être humain. On vit ça totalement dans notre globalité, que ce soit physique, émotionnel, et ça nous amène à la spiritualité. Puis ça, c'est un très grand mot et c'est très personnel à chacun. Moi, comment je peux l'écrire aussi, c'est un guide de vie personnel qui est dans la définition plus large là, de ce qu'on peut appeler la spiritualité dans nos vies. Euh, je trouve aussi que c'est vraiment une recherche de trouver un sens à sa vie qui fait que finalement, on arrive à une joie de vivre ou un accomplissement. Donc, tout ça, dans le fond, est dans notre être de vie, là, autant pour nous-mêmes que pour les gens qui nous côtoient. Donc, c'est un sentiment aussi plus grand que nous. C'est ce qu'on ressent souvent là, quand on parle de spiritualité dans le sens large. C'est quelque chose qui est plus grand que juste notre petite personne, notre quotidien. Et c'est dans toute l'humanité, le désir humain de trouver un sens depuis des millénaires. Et l'être humain a besoin d'une connexion. Et on peut la trouver de différentes formes, cette connexion-là. C'est une sorte de réconfort, de soutien moral. Et ça peut être utilisé ou trouvé soit dans la prière pour certains, dans la nature. Marqué dans la nature, finalement, on se sent ébloui là, par cette beauté qui est plus grande que nous. Donc, c'est la simplicité des choses même qu'on peut nommer. Aller dans un jardin, voir une fleur. Euh, je ne sais pas si vous avez des fleurs préférées, là, mais on est allé à une exposition d'orchidées et c'est absolument fascinant, la beauté de ça. Mon Dieu, c'est extraordinaire, la nature. Un enfant qui naît, c'est ça, finalement. Je pense qu'on peut le mettre dans tout ça. Donc, et l'amitié aussi, les gens qu'on aime autour de nous. Ça, moi, je pense que c'est la globalité là, de ce qu'on peut nommer euh, un sens à sa vie, une certaine spiritualité. Sur la diapo, en bas le dernier paragraphe, c'est une citation très inspirante là, de Victor Frank, justement, que j'ai pu lire là, son livre. C'est un survivant de l'Holocauste. Euh, donc, il mentionne dans ses livres, une personne n'est pas détruite par la souffrance, mais détruite par la souffrance dont elle ne peut trouver le sens. Et, et c'est tellement vrai, même pour les deuils que j'ai moi-même vécu, ou la maladie, lorsque j'étais proche aidante, tu te dis, mais pourquoi? Ou même quand mon père est décédé, quand j'avais 10 ans, pourquoi? Mais comment ça se fait que... Et c'est quand j'ai fait plus de quand je suis devenue une jeune adulte, que j'ai pu lire et que j'ai pu retrouver un sens. Et je me suis dit, et un jour, là, j'ai eu une épiphanie, là, je me suis dit, euh, mais je n'aurais pas été la même personne si je n'avais pas vécu ça. Donc, c'est là, c'est un peu ça que j'ai retrouvé un sens. Parfois, qui n'a pas de sens, dans le fond, pour certaines circonstances très difficiles, mais on arrive à, lorsqu'on arrive à accepter qu'on ne peut pas changer les choses, ça déjà, c'est un grand pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment je peux, comme par exemple, lorsque on désire finalement peut-être s'associer à une association, justement, ensemble lucratif, pour aider des gens qui ont vécu la même situation. Donc, déjà, c'est un moyen pour nous de transposer et de donner ce qu'on a pu comprendre. Et donc, c'est très aidant et guérissant pour toi-même. Donc, ça peut nous aider à guérir un deuil avec le temps. J'ai une amie qui, elle, a décidé de faire une levée de fonds dans le domaine, un domaine particulier qui correspondait au décès de son mari. Donc ça, elle a dit que ça a eu une grande importance. Elle a été très soulageant. Ça a été une pierre de plus, une fleur de plus là, dans son cœur pour finalement porter un sens à sa vie.
Donc, on va aller, au contraire, à l'inverse, quand on manque de sens, c'est qu'on devient plus aigri, on devient, on est une personne finalement moins positive. Donc ça a son impact l'impact positif de trouver un sens. Et donc, la détresse spirituelle aussi, il faut, comme Lise l'a bien mentionné, c'est très important de détecter les signaux de détresse. Donc, lorsque ça perdure plus longtemps, c'est très important. Ce sont des signaux qui nous permettent, si on regarde le côté gauche de la diapo, lorsque ça perdure, il faut demander de l'aide. Il faut s'approprier, contacter un thérapeute ou une personne ou un groupe de soutien dans le deuil qui puisse finalement nous guider là, et de pouvoir finalement voir un petit peu la lumière à travers ça. Donc, la prochaine, il nous reste, oui, je crois que, qu'est-ce que tu dirais si on allait à la diapo du Oui, vidéo oui, avec l'heure qui avance là, assez rapidement, ça te oui, convient? ça va. Parfait, parfait. Je vais te laisser introduire le petit vidéo et ça va finalement résumer, Lise va pouvoir vous l'expliquer là d'entrée de jeu. Alors, nous sommes dans notre troisième section de l'atelier Tendre la main. Donc, nous allons parler un petit peu de l'écoute active, etc. Et ce vidéo ici de Brené Brown illustre très bien la différence entre sympathie ou empathie. So what is empathy and why is it very different? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant. I came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had it, yeah. And we do it all the time because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think when marriage is falling apart, at least you have enough. John getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you don't. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Alors, ce qui nous amène, j'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos, vous aurez la référence là, à la fin là, de l'atelier. Et ce qui nous amène à cet autre animal, qui est le hibou.
Pour la communication, l'écoute active et le langage non verbal, qui est très important lorsqu'on accompagne quelqu'un qui vit un deuil. Moi, j'ai un petit rappel, là, j'ai un arpent des neiges dans mon bureau. Et l'arpent des neiges, qui ressemble dans la famille des hiboux, et c'est un oiseau qui observe, qui attend et qui écoute aussi pour justement bien repérer là, ce qui se passe autour de lui. Donc, et pourquoi on a choisi ça? C'est qu'en anglais, ça a été utilisé comme outil de communication qu'on appelle OWL, qui est Observe, Wait and Listen. Donc, on veut vous mettre dans ce mode-là, cette posture d'écoute-là, de présence pour accompagner les gens. Lise, est-ce que dirais-tu qu'on irait dans le jeu de rôle? Je suis prête. Alors, on va vous donner je vais vous faire une petite présentation de 2 jeux de rôle. Et vous pourrez peut-être partager dans le chat là, ce que vous croyez que c'est empathique ou sympathique ou c'est de l'accompagnement ou pas. Donc, j'y vais. Oh, Lise, elle me manque tellement, je ne sais pas comment te dire qu'elle me manque. Ah ben là, Lucie, là, elle a fait ce qu'elle est venue faire ici sur Terre, là, puis là, ben, c'est son heure de partir, là. Oui, mais elle était tellement dans la force de l'âge, c'est pas compréhensible. Ouais, mais dis-toi qu'elle est dans un meilleur endroit. Oh, mais elle avait encore temps à donner. Lucie, regarde les choses autrement, là. Elle était une si bonne personne, là, que Dieu la voulait, il voulait proche de lui. Ah, ouais, mais c'est plus fort que moi, là. Je m'ennuie de sa présence. Ben, garde, là, si tu te sens trop seule, laisse-moi un message. Puis si j'ai le temps, là, je te rappellerai lorsque j'aurai une minute. Hmm. On va débuter le 2e scénario. On recommence? Oui. Oh, il me manque tellement. Oh, je ne sais pas comment faire avec ce chagrin. Lucie, je suis désolée pour ta perte. Ça doit être tellement difficile. Oh, elle était dans la force de l'âge. Elle avait encore tant à donner à sa famille. Parle-moi encore d'elle, je veux mieux la connaître. Oh, c'est gentil de me le demander. C'est vrai, c'était tellement une bonne personne. Elle était aimante, elle aidait tout le monde. Ah, c'est pas facile. C'est plus fort que moi, là, je m'ennuie. Bien, je veux que tu saches que je suis là pour toi. Je suis généralement debout tôt et je me couche tard. Alors, n'hésite pas à me donner un coup de fil, m'envoyer un texte. Je suis là pour toi. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup là, ton écoute et puis ton empathie envers ce que je vis. Merci. Alors, on espère, parce que c'est toujours plus difficile en vidéo comme ça, mais est-ce que vous avez vu des différences? Pas non, pas seulement les messages, mais même le non-verbal. Avez-vous aperçu, même en parlant, le ton de voix et peut-être même la vitesse ou comme en deuxième, là, est-ce que la personne plus empathique, est-ce qu'elle parlait plus lentement? Alors, pouvez-vous même imaginer que lors de le deuxième scénario, que cette personne-là était peut-être la personne qui écoutait était même assise, qui a pris le temps d'écouter son amie Lucie. Donc, ce sont tous des petits trucs pour de l'écoute active. Les gens craignent souvent, je ne sais pas quoi dire, ma voisine, elle vient juste de perdre son mari, puis j'ai peur de ne pas dire les bonnes choses. Vous allez recevoir dans les ressources des documents, les bonnes choses à dire et les moins bonnes choses à dire. Donc, on vous a donné un petit aperçu en faisant notre jeu de rôle. Merci, Lucie, d'avoir joué à ça avec moi. Merci, Lise. Je regarde le temps. Euh, ce que je pourrais suggérer, c'est qu'on pourrait, je vais juste parler de l'autocompassion, puis Lise, je te laisserai poursuivre après ça pour la résilience. Est-ce que tu es d'accord? Ça va. Parfait. Donc, l'autocompassion, en fait, c'est prendre soin de soi.
Et, justement, c'est un terme qui est assez nouveau, là, parce que souvent, on se dit, mon Dieu, prendre soin de soi, c'est l'égoïsme, il faut que je pense aux autres et tout. Mais dans une situation de deuil, c'est important de se faire même une liste, de dire, c'est quoi qui me fait plaisir? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment je me sens? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Que ce soit prendre un café avec une amie ou même être seule avec la musique. Ça peut être aller se chercher des bons livres à la bibliothèque, aller marcher, se retrouver avec peut-être un groupe de soutien donc un moment important pour soi. Se mettre un bouquet de fleurs, une plante qui nous fait un petit plaisir, s'acheter une belle tasse de thé là, qui va être réconfortante pour les journées d'hiver qui s'en viennent. Alors, autocompassion, il faut se rappeler ce mot. À toi, Lise. Ok, alors, on veut voir la diapositive de résilience et trajectoire. Alors, quand on parle de résilience, le docteur George Bonanno, B-O-N-A-N-N-O, je pourrais vous le mettre dans le chat aussi, a passé plus de 30 ans à faire des recherches sur les traumatismes et le deuil. Puis, il a identifié 4 trajectoires et il définissait la résilience, comme vous voyez sur la diapositive ici. Alors, la résilience, c'est la capacité de maintenir des niveaux relativement stables et sains de fonctionnement psychologique et physique suite à un traumatisme. Et si vous êtes optimiste, alors votre personnalité a beaucoup, joue un rôle très important de démontrer jusqu'à quel point que vous avez de la résilience. Donc, lui, il a identifié 4 groupes. Alors, il y a le groupe résilient, c'est ceux qui ont la capacité d'intégrer leur expérience, de trouver un nouveau sens à la vie, puis de créer des émotions positives. Lui, il dit que le groupe résilient, là, au bout de 3 mois, ces gens-là sont capables de reprendre leur cours de vie. Mais la récupération normale, vous le voyez ici à l'écran, c'est de 1 à 3 ans. Oui, la première année, elle est significative. Il y a le premier anniversaire de naissance, les premières fêtes, peu importe si c'est Noël ou Hanukkah ou, bon, les premières fêtes, le premier anniversaire de mariage, etc. Donc, 1 à 3 ans, c'est une récupération normale. Groupe le deuil différé. Ça, c'est ceux qui ils font faire face à leur deuil beaucoup plus tard, pour quelques raisons. Ils ont repris le travail, etc., mais ils ont mis ça comme un petit peu plus en arrière, mais ils ont plus de difficultés à vivre leur deuil, là, éventuellement. Et il y a le deuil chronique ou compliqué. Alors, ces gens-là ont beaucoup de difficultés à faire leur deuil et ils souffrent d'une manière prolongée. Donc, encore une fois, la personnalité des gens est un facteur important. Mais vous devez tenir compte que 80% de la population vont vivre leur deuil et retrouver un sens de la vie. Alors, 80%, là, c'est c'est un bon chiffre. Et là, maintenant, nous allons à une de nos dernières, ben, c'est pas tout à fait peut-être la dernière, mais un point de vue différent. Donc, moi, je dirais, dans le fond, ce qu'on peut ressortir dans ça, c'est que chacun vit son deuil à sa façon, selon les circonstances, selon sa situation. C'est un cheminement personnel. Alors, c'est de s'accepter, d'avoir de l'autocompassion et en même temps de s'entourer de gens qui puissent finalement avoir cette empathie envers nous et de faire des choix qui nous conviennent dans ces circonstances-là. Donc, on peut passer, Jenna, en fait, juste avant de continuer, j'avais une définition que j'ai trouvée de la résilience. Je pense qu'il englobe pas mal tout là, ce que
ce qu'on a mentionné là, depuis le début, puisque Lise a mentionné tantôt, c'est la capacité de faire face aux défis, de persister et de savoir rebondir d'une des expériences difficiles. Donc, ce sont des forces individuelles, mais aussi des habiletés qui se développent. Donc, avec les outils qu'on vous offre aujourd'hui, elles peuvent avoir été acquises soit dans notre famille, dans notre éducation, notre expérience personnelle, nos apprentissages, qu'elles nous permettent de mieux gérer les changements dans nos vies, d'apprendre de nos expériences, et ce qui fait qu'on s'en ressort plus fort. Et l'héritage du deuil, j'ai accompagné ma belle-mère jusqu'à la fin et puis elle était atteinte d'Alzheimer et de cancer. Et j'ai eu les plus beaux moments, en tout cas des riches moments avec elle parce qu'on a parlé avec elle ouverte, on a parlé des souvenirs. Donc, c'est le legs, l'héritage, c'est plus les souvenirs, les histoires, les anecdotes, plus que les biens. Donc, à se rappeler. Donc, Lise, je pense qu'on pourrait passer à la période de questions. Si, s'il y en a certaines questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Donc, il va y avoir des documents que Jenna va pouvoir vous envoyer, qu'on voit sur la liste. Et pendant, peut-être certaines personnes qui puissent nous partager, soit vous avez un commentaire ou retenu quelque chose, on pourra ouvrir les micros. Lise, je pense que tu pourrais faire en fait, les points importants à retenir là, de la dernière Alors, un diapo. petit résumé. Mhm. On espère que vous avez pu voir que chaque deuil, chaque personne sont uniques. Important d'écouter attentivement. Et quand on écoute attentivement, on prend le temps, on s'assoit, puis on n'a pas nécessairement besoin de parler, on a besoin d'être attentif, d'être présent. Prendre une conscience de soi et une attitude de non-jugement, parce qu'on peut toujours apprendre. Soyez aux aguets des éléments déclencheurs. Quelles sont les choses qui peuvent déclencher les émotions? Le soutien et la prise en charge personnelle sont essentiels pour la personne endeuillée et pour vous qui l'accompagnez. Alors, toujours important de prendre soin de soi. C'est comme ils nous disent de visualiser quand tu es en avion, puis les masques descendent. Oui, c'est important que tu te mets le masque en premier avant de mettre le masque à l'enfant ou la personne qui est à ta charge. Tu dois toujours prendre soin de toi afin de pouvoir prendre soin des autres. Alors, d'être attentif à tes émotions, etc. Alors, nous espérons que vous avez apprécié cet après-midi. Là, je vois qu'il y a quelque chose dans le chat parce que c'est le moment que si vous aviez des questions, etc. Gilles, si tu me permets, excellente présentation qui a identifié, expliqué les émotions reliées au deuil et au décès et même soulevé des émotions. Alors, merci de reconnaître ça. Oui, on le constate, on vous l'accorde. C'est pour ça qu'en début d'atelier, on vous a dit soyez attentifs parce que ça se peut que vous viviez des émotions. Lorsque nous, on partage les histoires personnelles, ça peut venir vous chercher dans vos histoires personnelles et votre vécu. Donc, même ce soir, plus tard cet après-midi, soyez attentifs aux émotions, aux réflexions que vous allez avoir parce qu'il se peut que vous viviez des moments. Diane partage, j'ai une amie dont quelqu'un décède, se referme sur elle-même et ne peut pas m'appeler avant quelques heures. Comment gérer? Si elle ne peut pas appeler, est-ce qu'elle texte? Est-ce que tu peux lui envoyer un courriel? Ou est-ce que tu sais si elle a un répondeur? Alors, puis sur le message, possiblement, tu peux dire, regarde, je ne m'attends pas à un message de ta part tout de suite, mais je veux que tu saches que je pense à toi. Alors, c'est moins confrontant de cette façon-là. Ou peut-être même lui envoyer une lettre par la poste. Mais on peut toujours trouver d'autres façons, mais avec un message que je pense à toi, je suis là pour toi. Lorsque toi, tu es prête, laisse-moi savoir.
Lucie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Oui, c'est tout à fait, je suis dans le même sens que toi. Puis le respect, en fait, le respect, comment la personne se sent, le respect dans ses émotions, mais le message est là, c'est comme tu disais, Lise, je suis là. Et ça permet à la personne, même s'il y a un silence, c'est-à-dire où il y a un moment d'attente, ça permet à la personne de dire, ah, c'est vrai, je sais là, que j'ai besoin de vivre ça, mais en même temps, je sais qu'elle est là. Donc, c'est tout à fait, c'est beaucoup de compassion, puis d'empathie, puis de respect de ce que la personne peut vivre. Et on ne peut pas le vivre à sa place. On peut avoir de la peine, on Ouais. peut être empathique, on peut, mais c'est vraiment à la personne. Et de savoir qu'on est là pour elle, cette personne-là, c'est beaucoup, beaucoup, c'est un vrai cadeau. Et Diane, si vous me permettez, souvent les personnes ont besoin, ils veulent pas demander de l'aide. Ils sont gênés de demander de l'aide. Donc, c'est à nous d'offrir ce qu'on peut offrir et ce qu'on veut offrir. Par exemple, si tu veux que si tu veux que j'aille faire ton épicerie, je suis prête à aller faire ton épicerie. Si tu as besoin que je déblaye ta cour, etc., mais d'offrir des choses concrètes peut aussi aider. Ou si tu veux que je t'accompagne à l'épicerie. Moi, j'ai une voisine, dernièrement, elle a perdu son petit chien. C'est une femme qui habite seule. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de conjoint. Et je savais jusqu'à quel point ce chien-là est important pour elle. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, si jamais tu veux prendre une marche, fais-moi signe. On pourrait aller prendre une marche. Et quelques jours après, nous sommes allés prendre une marche. Et je lui ai posé des questions à sujet de son chien, etc. Et apparemment, ça lui a fait beaucoup de bien. Et je dois t'avouer, ça m'a fait du bien aussi. Alors, un grand merci à tous. On veut respecter notre temps. J'espère que les ressources et la documentation que vous allez recevoir vous seront utiles. Et aussi, parlez-en à vos amis. On donne ces ateliers ici en anglais aussi. Alors, vous avez juste à vérifier sur notre site Internet Compassion Ottawa ou de contacter une de nos coordonnatrices. Alors, on vous remercie et passez de belles, joyeuses fêtes. Merci à tous également de votre écoute et de votre présence et de pouvoir partager ça avec vous. C'est vraiment un honneur pour nous. Merci, merci bien. Le chat est rempli de remerciements et de bravo. Alors, merci de votre participation au webinaire d'aujourd'hui. La section d'Ottawa aimerait remercier nos excellentes présentatrices de Compassion Ottawa, Lise Beauchemin et Lucie Morin. Nous apprécions vraiment votre engagement et votre dévouement pour nous aider avec les difficiles pertes de vie. Et nous vous remercions sincèrement pour votre volonté de partager vos histoires et vos perspectives inspirantes. Je veux aussi prendre un moment pour reconnaître et remercier Jenna Devaraja, car elle est un formidable collègue. Et c'est vrai, c'est vrai. Et c'est grâce à elle que nous avons pu recevoir autant d'excellents webinaires de Compassion Ottawa. Alors, nous vous rappelons de consulter notre courriel de suivi qui comprendra des renseignements sur la façon d'accéder à l'enregistrement du webinaire et de l'information sur Compassion Ottawa. Malheureusement, j'ai commencé l'enregistrement un peu tard, mais don't worry, nous avons définitivement enregistré tout le matériel de Lise et de Lucie. Alors, pour vous inscrire au prochain webinaire, veuillez visiter le site web de la section d'Ottawa. L'adresse de notre site sera incluse dans le courriel de suivi. Alors, merci, merci bien et bientôt à notre prochain webinaire. Oops, my camera's over here. Bye-bye now. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you so much. There we go.